Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale, qu'est-ce qui marque l'actualité internationale si ce n'est pas la guerre en Ukraine? On va parler des conséquences de la guerre en Ukraine, puisqu'on assiste... C'est sûr qu'il n'y a pas d'autre chose dans le monde. Non, ce dont je vais parler est quand même assez intéressant. Dans la mesure où on commence à assister petit à petit, c'est vraiment petit à petit, à une reconstitution de l'ordre mondial sur le plan financier déjà. Déjà sur un plan... Ça, tu avais déjà parlé de ça. J'avais parlé de ça notamment avec la décision de Vladimir Poutine d'exiger le paiement du gaz russe en rouble, ce qui avait pour la première fois fait qu'on allait avoir des échanges de produits miniers, en l'occurrence le gaz et le pétrole, dans une autre monnaie que le dollar. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que les Occidentaux avaient déjà, dans leur volonté absolue de vouloir isoler la Russie, aussi bien sur le plan politique qu'économique, ont commencé également à menacer les éventuels partenaires qui pourraient évidemment aider la Russie à contourner les sanctions occidentales. C'est les partenaires qu'ils visent, qu'ils avaient sur que les Occidentaux ont sur le collimateur, en l'occurrence les États-Unis, c'est d'abord la Russie et dans une moindre mesure l'Inde. Mais surtout, d'abord la Chine, et dans une moindre mesure l'Inde. La Chine, pourquoi? Parce que la Chine, comme l'Inde, les deux pays n'ont pas condamné la Russie pour l'invasion en Ukraine. Et surtout, les deux pays continuent de faire du business avec la Russie. Mais l'Inde a beaucoup moins d'influence sur l'échiquier mondial que la Chine. Et la Chine a décidé non seulement de ne pas condamner la Russie, mais aussi d'entretenir, de continuer de garder ces bonnes relations avec la Russie, notamment avec le fait que sur le plan financier, ils aient signé des accords notamment visant à augmenter les exportations de gaz et de pétrole russe à destination de la Chine. Ce qui avait déclenché déjà la colère de l'administration Biden. On sait que Joe Biden avait depuis lors plusieurs fois appelé le président chinois Xi Jinping pour essayer de le convaincre de soit se ranger du côté des Occidentaux, c'est-à-dire condamner l'invasion en Ukraine et cesser également et mettre en place des sanctions contre la Russie, soit d'être dans une position de neutralité, c'est-à-dire que elle ne commerce pas tout simplement avec la Chine et elle laisse un peu une espèce de statu quo. Or, la Chine, c'est une puissance économique et donc elle aspire à accroître son influence et son pouvoir et à déloger surtout les États-Unis dans leur position ultra dominante du commerce et de la finance internationale. Donc, pour eux, tout ce qui pourrait faire mal aux États-Unis pourrait être avantage pour eux, mais à condition de le faire de manière imperceptible, parce qu'évidemment la Chine n'est pas encore en capacité de se passer également des États-Unis avec laquelle elle commerce et avec laquelle justement les États-Unis occupent une place très importante. Et donc elle a décidé d'une chose, elle voit ce qui se passe avec la Russie, c'est-à-dire le flot de sanctions qui s'abattent sur la Russie et toutes les conséquences qui affectent ce pays-là. Et donc elle se dit que évidemment comme la Russie, elle a aussi des velléités d'expansion et des velléités de conquête territoriale, notamment sur l'île de Formose, qu'on appelle Taïwan. Et donc, elle sait que en observant ce que les Occidentaux font avec la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine et suite maintenant à l'invasion, on peut dire, du Donbass, parce que ce n'est pas toute l'Ukraine qui intéresse Vladimir Poutine aujourd'hui, on le sait. Depuis à peu près 2 semaines, il a décidé de revoir, si tu veux, ses plans à la baisse et il a donc décidé de redéployer l'ensemble de ses forces vers le Donbass pour, évidemment, annexer également ces parties-là et acter une nouvelle partition de l'Ukraine. Et donc les Chinois qui lorgnent l'île de Taïwan se disent que s'ils attaquent Taïwan, parce que Taïwan est protégé par les Occidentaux au même titre que l'Ukraine, même si la protection n'est pas au même degré parce que Taïwan est largement équipé en armes comparé à l'Ukraine, mais on sait que la Chine est détentrice aussi de l'arme nucléaire, elle est membre permanent du Conseil de sécurité avec un droit de veto et l'armée chinoise est parmi les 3 ou 4 plus grandes armées au monde. Donc Taïwan en l'occurrence ne peut rien face à la Chine, mais la Chine sait que si elle décide
d'envahir Taïwan, eh ben, elle fera face aussi à d'importantes sanctions économiques, comme c'est le cas pour la Russie actuellement. Et donc, elle est obligée de tenir compte de cela, et surtout, elle anticipe, parce que le fait qu'elle continue d'accorder son soutien à la Russie, fait que, eh ben, elle s'expose de plus en plus à de nouvelles sanctions. Parce qu'il ne faut pas oublier, depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2016, la Chine est régulièrement, les entreprises chinoises sont régulièrement frappées de sanctions par le gouvernement et l'administration américaine. C'est le cas d'une entreprise pétrolière, celle dont on va parler tout à l'heure, qui est CNOOC, qui est la China National Offshore Oil Company. C'est le numéro 3 chinois du pétrole, mais le numéro 1 à l'étranger. CNOOC a décidé, et même si la nouvelle n'a pas fait la une des grands journaux, parce qu'ils l'ont dit, en fait ils ne l'ont pas annoncé, il y a eu une fuite de la part de la haute direction, la haute administration de CNOOC, ils ont décidé de retirer petit à petit leurs actifs financiers dans les pays occidentaux, en l'occurrence au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pourquoi ils décident, CNOOC, ce géant chinois du pétrole et du gaz, décide justement de quitter l'Amérique du Nord et l'Europe et de se redéployer vers l'Amérique latine et l'Afrique? Eh bien justement parce qu'il sait qu'en Amérique latine et en Afrique, il ne pourrait pas être frappé des sanctions, et surtout les conséquences auxquelles ils font face régulièrement. Je ne dirais pas déjà les conséquences. Déjà, il y a un fait que depuis que CNOOC en 2018 avait été introduite par Donald Trump dans la liste noire des entreprises chinoises, c'est-à-dire les entreprises avec lesquelles il est interdit aux entreprises américaines de commercer, ou bien il est interdit à des investisseurs américains d'investir dans les actifs financiers de cette entreprise-là. Et bien, CNOOC, depuis 2012, avait racheté l'un des géants du pétrole et du gaz nord-américain qui s'appelait Nexen en 2012 pour à peu près 15 milliards de dollars. Cet achat-là avait permis à la Chine, via cette entreprise CNOOC, parce que CNOOC, c'est une entreprise d'État. C'est une entreprise dont le capital appartient à 100% à l'État chinois. Donc, ça avait permis à la Chine d'entrer dans ce marché extrêmement prisé du pétrole et du gaz d'Amérique du Nord, parce qu'il faut savoir que l'Amérique du Nord, si on prend les États-Unis, le Canada, eh ben, c'est le numéro 1 mondial de production de pétrole et de gaz, grâce au gaz de schiste et au pétrole des sables bitumineux. Donc, il y a un marché intéressant, d'autant plus que les incertitudes liées au fait qu'on n'ait pas découvert de nouveaux grands champs, de nouveaux champs d'envergure à travers le monde, fait que, eh ben, on est conscient qu'à terme, et aussi du fait que, à cause des sanctions qui pèsent toujours sur l'Iran et sur le Venezuela, qui sont deux gros producteurs de pétrole et de gaz, eh ben, les sanctions font que ces deux pays-là ne puissent pas produire à leur pleine capacité. Et donc, il y a une grande partie de pétrole et de gaz qui ne soit pas sur le marché mondial. Et donc, ça crée de l'incertitude, parce qu'au fur et à mesure que les années passent, comme on n'a pas de nouveaux grands champs qui sont découverts dans des pays qui ne sont pas frappés par des sanctions, eh ben, ça veut dire qu'à terme, on a un stock limité de pétrole et de gaz qui soit disponible. Et donc, les pays industrialisés, dont les économies sont basées principalement sur la production d'énergie, sur l'énergie fossile, sur les énergies fossiles, eh ben, chacun essaye au mieux essayer de s'assurer, de garantir un accès à ces énergies fossiles-là sur le moyen, voire le long terme. Et donc, c'est ce que les Chinois font. Et donc, par le biais de ces entreprises telles que CNOOC, ils essayent d'acquérir des entreprises qui sont dans le milieu du pétrole, qui ont des champs pétroliers. Et donc, par l'acquisition de ces champs pétroliers ou gaziers, ça leur permet de garantir un accès sur le moyen et le long terme à ces ressources-là. Et donc, ils avaient racheté l'entreprise canadienne Nexen pour 15,1 milliards de dollars. Nexen a des champs pétroliers aussi bien au Canada, dans la province de l'Alberta, mais aussi au niveau du golfe dans le golfe du Mexique, et également à l'intérieur des terres aux États-Unis. Et donc, il possède d'importants champs de gaz de schiste et de sable bitumineux, gaz de schiste aux États-Unis et de sable bitumineux au Canada. Et donc, ça, l'administration Trump l'avait vu d'un très mauvais œil. Et donc, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir en 2016, il a donc décidé de restreindre au maximum, si tu veux, l'intervention des entreprises chinoises. Et ça, c'est un fait totalement inédit qui montre que les Américains, en fait, quand vous touchez à leurs intérêts, eh ben, ils ne s'embarrassent pas des règles de commerce international. Et donc, depuis plusieurs années, depuis en l'occurrence 2016, eh ben, par exemple, les
l'équipe dirigeante de Sinopec n'a pas accès aux États-Unis. Depuis Sinopec, avec l'acquisition de Nexen, ils avaient même décidé, ils avaient la volonté d'établir, si tu veux, la direction générale du groupe Sinopec aux États-Unis. Mais pour cela, il aurait fallu que les dirigeants chinois se rendent aux États-Unis pour voir déjà comment fonctionne l'entreprise sur le plan local, les bureaux, etc. Et puis éventuellement choisir le lieu du siège. Or, on a toujours restreint, on a toujours interdit des visas les dirigeants de Sinopec, ce qui fait que depuis 2016, ils n'ont jamais pu se rendre aux États-Unis. Et donc, régulièrement aussi, l'administration Trump change certaines dispositions, notamment celles liées par exemple à la sécurité dans les sites pétroliers. On change tout le temps la législation comme ça, et donc ça complique au quotidien le travail de ces entreprises chinoises-là. Et donc Sinopec, qui n'a pas que ces entreprises en Angleterre, au Canada et aux États-Unis, elle possède à peu près une trentaine d'entreprises, donc on a aussi un peu marre. Et elle regarde la situation née de l'invasion en Ukraine, et elle sait que la position du gouvernement chinois, qui est de soutenir, qui est de maintenir les bonnes relations avec la Russie et de continuer à commercer avec elle, principalement à acheter son pétrole et son gaz, l'expose un peu plus à d'autres sanctions encore plus fortes, puisque Joe Biden n'a jamais caché sa volonté de sanctionner davantage la Chine, d'autant plus qu'il est exactement sur la même lignée que son prédécesseur Donald Trump, qui estime que la Chine est le premier danger pour l'économie américaine, et donc ils ne vont pas s'embarrasser s'ils ont la possibilité, si la Chine ne s'aligne pas sur leur diktat, si on peut dire ça entre guillemets, ils ne vont pas hésiter également à mettre de nouvelles sanctions. Et donc Sinopec, en prévision de cette situation, a donc décidé de se retirer de l'ensemble de ses actifs. Donc ça fait à peu près plus d'une quinzaine de milliards de dollars, donc l'équivalent à peu près de ce qu'elle a dépensé en rachetant Nexen. Et donc elle va décidé de se redéployer, notamment, je l'ai dit, en Amérique latine, où elle est en négociation, notamment sur des champs au Venezuela, et en Afrique, notamment en Ouganda, où elle a un permis d'exploitation conjointement avec l'entreprise française Total. Et donc, ça, c'est assez intéressant, parce que ce qui veut dire que si Sinopec parvient à retirer ses billes, et donc tous ses actifs financiers, elle va les transférer où ? Elle va les transférer soit à la bourse de Shanghai, soit à la bourse de Hong Kong. Donc il va y avoir, ça peut être intéressant pour les autres entreprises chinoises qui ont trop d'actifs financiers dans les pays occidentaux, et sachant que les entreprises russes ont été frappées, mais en violation de toutes les règles élémentaires du droit commercial international, dont les actifs des entreprises russes ont été saisis. Ça, c'est un fait totalement inédit, mais évidemment les Chinois ne veulent pas que de telles sanctions se transforment en de pertes sèches pour leurs entreprises. Et donc ils ont décidé de commencer à revoir leur stratégie, notamment vis-à-vis des pays occidentaux. Et la première entreprise a véritablement commencé à retirer, on peut dire, ses billes, petit à petit, des différents pays occidentaux, en l'occurrence l'Angleterre, le Canada et les États-Unis. Donc c'est Sinopec. Et donc ils vont décider de retirer ces actifs financiers et les redéployer ailleurs où ils pourraient, évidemment, où ils seraient à l'abri de ces sanctions-là. Maintenant, ça aussi, ça pourrait être intéressant pour les autres Chinois, les autres entreprises chinoises de l'hydrocarbure. On pense notamment à PetroChina et à Sinopec, deux autres entreprises chinoises extrêmement bien implantées sur l'échiquier mondial, dans le monde du pétrole et du gaz. Et donc là, ça commence à faire un peu beaucoup, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les accords passés entre la Russie et la Chine, il y a le fait que ces deux pays vont directement commercer leur pétrole, leur gaz, sans utiliser le dollar. Et puis, on va commencer à voir des entreprises, en l'occurrence chinoises, qui vont commencer à retirer leurs actifs, des pays occidentaux pour les redéployer soit dans les bourses asiatiques, en l'occurrence Shanghai et Hong Kong, et redéployer leurs activités dans d'autres pays où il y a beaucoup plus de confiance. Parce qu'il faut dire la vérité, la confiance commence à sérieusement être égrenée, voire disparaître. Déjà, il n'y a plus de confiance entre les Russes et les Occidentaux. C'est la raison pour laquelle la Russie aussi n'hésite plus à mettre en place des mesures de rétorsion
distorsions, c'est-à-dire, par exemple, le fait que le gaz et le pétrole russe, pour être vendu, il doit être payé en rouble. Les Occidentaux avaient beau dire, notamment les Européens, avaient beau dire que cela était hors de question, qu'on ne pouvait pas violer les dispositions contractuelles, parce que c'était inscrit dans le contrat que le pétrole et le gaz russe devaient être vendus soit en euros, soit en dollars. Et bien, les Russes ont tout simplement expliqué que le fait que les entreprises occidentales aient saisi les devises de la Banque centrale russe, c'est quelque chose qui est inédit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On n'a jamais vu des pays saisir, si tu veux, les devises détenues par une banque centrale. Donc ça, c'est vraiment infini. Et donc, les Russes se disent, si vous ne respectez pas le droit international, nous aussi, nous n'allons pas respecter les règles du jeu. Et donc, contrairement à ce qui est dit, même si les Occidentaux ne l'écrivent pas fort, la Russie a mis en place une banque qui s'appelle Gazprombank, qui est la filiale du géant gazier et du pétrole russe. Et donc, Gazprombank vend du rouble aux entreprises européennes qui achètent et qui distribuent du gaz russe. Et donc, on sait, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Hongrie, ces pays qui sont extrêmement dépendants, la Pologne, qui sont dépendants, qui disaient que non, on ne va pas acheter le pétrole, le gaz russe. Non, c'est faux. Ils achètent depuis 2 semaines déjà du pétrole et du gaz russe. Et on a pour conséquence le fait qu'il y ait une remontée de la valeur du rouble par rapport au dollar. Avant la crise ukrainienne, on échangeait $1 pour 80 roubles. Aujourd'hui, on est revenu à peu près au même niveau. On tourne dans les 79 ou 81 roubles pour $1. Donc, ce qui veut dire que ça a ramené la valeur de la monnaie russe à son niveau d'antan. Et donc, la Chine regarde tout ça. Et la Chine se dit que d'un côté, elle est trop exposée aux économies occidentales. Et donc, ça pourrait mettre un frein à ses plans sur le plan géopolitique, notamment le fait de reconquérir un certain nombre de territoires qu'elle estime devoir être sous sa souveraineté, en l'occurrence Taïwan. Et donc, elle se dit que si elle mettait à exécution ses plans, elle subirait les mêmes conséquences que la Russie actuellement. Et donc, elle commence à prendre les devants parce que, d'une part, elle a besoin de la Russie pour son expansion et pour soutenir son économie sur le plan de l'approvisionnement énergétique, parce qu'il faut savoir que la croissance de la Chine est comme la croissance des pays occidentaux, elle est basée sur la consommation des énergies fossiles. Donc, elle a besoin de la Russie. Elle lorgne justement ce pétrole et ce gaz-là. Et puis, deuxièmement, elle sait que elle doit aussi appliquer sa volonté de reconquérir certains territoires, en l'occurrence Taïwan. Et pour cela, elle doit être le moins exposée possible aux sanctions ou aux conséquences d'éventuelles sanctions des pays occidentaux. Et donc, elle a donc décidé de revoir sa stratégie. Et c'est ce qui commence par le retrait des billes de l'entreprise d'État Sinopec de ses actifs financiers, aussi bien aux États-Unis, en Angleterre qu'au Canada. Merci Jean-Paul pour cet exposé sur la situation financière mondiale ce matin dans le DAF Morning. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. On va faire un tour en musique et on va se retrouver juste derrière. Urban FM 104.5.